Alors, sans plus attendre, nous allons entendre un certain nombre de directeurs de ressources humaines qui ont accepté, nous les remercions donc de témoigner. Le premier, c'est le directeur national des ressources humaines, Bruno Pavie, de la société NGE. Je suis Bruno Pavie, le DRH de NGE, entreprise de bâtiments et de travaux publics de plus de 16 500 collaborateurs. Et on m'a demandé d'intervenir pour donner mon point de vue sur la manière dont on peut lutter contre le harcèlement dans l'entreprise. Harcèlement d'une manière très large, que ce soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, voire les agissements sexistes. Nous, c'est quelque chose qu'on a pris très largement en compte. On y est très attentif dans la mesure où, dans le monde du bâtiment et des travaux publics, notre première valeur, première ressource, sont les hommes et les femmes. Et donc, on fait très attention à ce que les choses se passent bien entre elles. Harcèlement moral, c'est toujours très difficile à définir. Certains diront que le fait de mettre la pression sur un travail rendu propre, correspondant parfaitement à ce qui a été demandé, va déjà représenter une forme de harcèlement parce qu'on va mettre la pression sur le collaborateur. Il nous faut effectivement avoir un travail de qualité, avoir des gens qui soient impliqués et puis avoir des managers qui soient alors, j'aime pas le terme de bienveillance qui est galvaudé aujourd'hui et qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui soit en tout cas attentionné, attentif et qui soit peut-être cette fois-ci bienveillant, mais en deux mots, pour suivre les actions de leurs collaborateurs et les aider, leur tendre la main quand ils ont des difficultés. Et très souvent, la notion de harcèlement moral apparaît quand justement les managers ne sont pas là pour tendre la main et pour pouvoir aller aider leurs collaborateurs quand ils le souhaitent. Et donc, il y a un malaise qui s'installe dans ce contexte-là et commence à naître des sensations de mal-être, de malaise pour le collaborateur, quelquefois aussi pour le manager, il ne faut pas l'oublier, mais plus pour le collaborateur. Et donc, cette notion de harcèlement, elle a des degrés divers. Le manager se doit d'être attentif à ça. Alors, le N+1, N+E, les directions des ressources humaines, les référents risques psychosociaux dans l'entreprise sont, eux, interpellés et doivent absolument trouver une solution pour que tout le monde s'en sorte très correctement. Alors, quelquefois, quand il y a harcèlement, et que celui-ci est avéré, parce qu'on peut avoir des comportements de cheffaillons qui sont épouvantables, il faut les sanctionner, pas garder ces managers et s'en débarrasser parce qu'ils vont faire que polluer l'ensemble du climat social et des équipes dans lesquelles ils sont affectés. Ça, c'est pour le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes sont beaucoup plus larges. Les agissements sexistes, on va les trouver à tout niveau. L'incivilité en raison du sexe, les remarques, les blagues sexistes, l'appui sur les codes sociaux qui soient liés à LGBT, par exemple, des interjections familières qui vont être aussi des agissements sexistes, de la fausse séduction, le sexisme bienveillant. Voici, on est dedans. Et puis, évidemment, les grosses remarques et les grosses blagues sexistes, et puis les jugements sur les charges familiales, par exemple, ou la maternité. On a chez NGE mis en place carrément une division mixité, puisque nous, notre opération, alors la division mixité, cette division qui est composée d'hommes et de femmes dans le groupe, travaille pour la féminisation de nos métiers. Mais encore faut-il qu'elles aient envie de rester quand elles nous rejoignent. C'est là où notre action sur les agissements sexistes doit être importante. Deux exemples. Vous savez, on donne souvent l'exemple de qui fait le café et puis on se retrouve subitement à demander à
une femme, alors j'espère que ça se fait de moins en moins aujourd'hui, mais je sais que ça se fait encore, et c'est naturel presque pour certains de se retourner vers la femme qui est seule au milieu d'hommes pour lui demander d'aller faire le café. C'est peut-être la patronne. Et puis c'est bien si c'est la patronne. Mais aujourd'hui, si tu veux te faire un café, tu te lèves, tu vas te faire ton café. Et puis juste sur la machine, tu choisis ta dosette et puis ou tu prends la cafetière et puis tu te sers ton café. Tu demandes à personne. Même à ma secrétaire, je ne demande pas de me faire mon café. Et quand elle vient et qu'on fait le point le matin, c'est moi qui lui fais le café, très très souvent. Deuxième sujet, beaucoup plus difficile, les blagues sexistes ou les agissements qui sont de nature à avoir un caractère sexuel. Elles sont intolérables. Intolérables. Et donc, nous, on a eu quelques cas comme ça. À chaque fois, on a décidé de se séparer du collaborateur, même si c'est un collaborateur compétent, même s'il a une puissance de feu, une puissance de travail et une expérience et un savoir-faire exceptionnel, on ne gardera pas ce collaborateur parce qu'il est clairement avec un comportement hors jeu qui ne nous convient pas. Donc voilà, la lutte contre le harcèlement, quel qu'il soit, c'est un vrai sujet, c'est une lutte de tous les instants, c'est une prise de conscience collective. En tout cas, nous, chez NGE, on ne laisse aucun harcèlement sans qu'il ne soit correctement géré, que ce soit en interne ou en externe. Alors voilà, le positionnement de Monsieur Pavie est clair. Donc c'est priorité, priorité au zéro harcèlement. Pour cela, même quelqu'un de visiblement bien compétent, dès lors qu'il est donc auteur de harcèlement ou de faits de harcèlement, eh bien devrait normalement prendre la porte. Hein. Donc, qu'est-ce que vous suscite cette tolérance zéro de la part de Bruno Pavie qui NGE, c'est le numéro un, on va dire, des travaux publics. Et c'est vrai que c'est une majorité de salariés hommes. Hein, et les femmes sont plutôt minoritaires. Qui veut prendre la parole? Peut-être Jean-Bruno? Bien sûr, avec plaisir. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire, ce Bruno Pavie, parce qu'il prend vraiment le harcèlement à cœur et il décide c'est un petit peu comme les Chinois qui ont décidé de faire zéro Covid. Hein, il prend toutes les mesures qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de harcèlement dans sa boîte. Ah, ça, c'est plus possible. Nous, on a bien pris en compte on a fait des statistiques, etc. C'est fini. Nous, on s'en occupe maintenant, c'est clair. Et on voit bien les limites et cette pression, cette référence aussi au juridique, encore une fois, à la punition, à la sanction, on voit bien les limites. On connaît maintenant, je connais, je vois, vous pouvez voir même au travers de l'éducation, de l'instruction, à quel point c'est ce cadre qui notamment reste effectivement obligatoire. C'est bien d'avoir un cadre, mais ça ne peut pas, ça a ses limites. Il fait référence à la peur, à mettre la pression par rapport au harcèlement. Attention, je risque ça, c'est vraiment du rappel au règlement sans arrêt. Alors qu'en fait, il s'agit plutôt pour moi de savoir déclencher la motivation chez une personne ou chez une autre. Si l'issue reste une sanction ou des limites, des bornes qu'il ne faut pas dépasser, sinon on risque le licenciement ou alors le placard. On voit que c'est encore des solutions, des issues qui sont sans arrêt mises en application. Le fait de séparer les personnes, tout simplement, bon ben voilà, ça nous permet de souffler, elles sont chacune dans leur côté, mais rien n'est réglé, rien n'est réglé. C'est vraiment la différence entre mettre la pression et déclencher la motivation chez les personnes. Motivation, motive action, moteur de l'action. Qu'est-ce qui est le moteur de l'action d'une personne qui va harceler ou d'une personne qui va se sentir harcelée? C'est l'émotion. Je pilonne, c'est vrai que j'ai l'impression de planter toujours le même clou, mais cette histoire de travailler sur la motivation, donc sur l'émotionnel, donc sur l'écoute, donc sur l'accompagnement, la réflexion sur ce qui fait qu'on se sent à un moment donné dans l'incapacité ou dans la capacité d'avancer dès qu'on trouve une brèche, ou dans l'incapacité d'exprimer
un ressenti difficile, fait que l'abandon, la résignation, la domination d'une personne ou même d'un camp sur l'autre arrive et ça devient du harcèlement moral ou des comportements hors jeu, comme il dit, des agissements sexistes qui ne conviennent pas, mais qui ne conviennent pas, encore une fois, par rapport à une définition juridique, une définition moralisante. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et par contre, il y va à fond, il y met les moyens. Alors ça, on peut bien sûr y voir une bonne volonté d'avancer, hein. Et par contre, c'est pas productif. Voilà, moi, c'est ce que je vois. On parle bien non pas de qualité relationnelle, mais de surveillance normée qui s'accroît et dans laquelle on met une croyance presque religieuse que ça va arranger les choses. Merci Jean-Bruno. Joël? Alors, moi, je dirais que par rapport à l'affirmation donc de ce dirigeant, de Bruno Pavie, il y a une chose qui est intéressante, mais peut-être que connaissant les outils de la qualité relationnelle, il pourrait se les approprier. C'est quand même son engagement. Donc, il s'engage et comme tu le disais, Jean-Bruno, il pose le cadre. Et il y a cet engagement, j'appellerais de la direction, on va dire, ou de l'entreprise, enfin du chef d'entreprise, parce que quand même, lui, sa vision, c'est que non, c'est ça, c'est la tolérance zéro. Alors après, c'est plutôt dans les moyens utilisés. Mais le fait qu'il y ait cet engagement, c'est déjà une première chose plutôt positive. D'ailleurs, quand on implante dans une entreprise un dispositif de médiation professionnelle, qui maintenant s'appellerait plutôt un dispositif de qualité relationnelle, ce qui est encore plus noble, eh bien, la première des choses, et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que médiateurs, c'est de faire signer un engagement auprès de la direction. Parce que si ça ne vient pas de tout en haut, on peut former les gens en se disant oui, non, mais c'est les salariés, ils ne sont pas assez formés. Oui, mais il faut quand même commencer par former qui? Les membres, alors soit le dirigeant, soit les membres d'un comité de direction. Parce que sinon, on va toujours courir après quelque chose. Donc, l'engagement, c'est essentiel. Voilà, en fait, c'est un peu le message. L'engagement, c'est essentiel. Après, les moyens, ils sont à définir. Et aujourd'hui, et des journées comme celle-ci permettent de faire connaître les moyens mis à disposition des entreprises. Et plus on fera connaître, plus on verra reculer les agissements qualifiés de harcèlement. Merci Joël. François? Oui, ça va être très court, mais c'est vrai que le cadre est très bien posé chez NGE avec cette tolérance zéro. Et c'est vrai qu'on parle énormément de sanctions, mais au moins les choses sont dites. Comme on en a déjà parlé, des fois, pendant longtemps, on n'a pas dit les choses. On est dans un milieu où est très masculin, en effet, où le fatalisme fonctionnel aussi a été très important pendant des années. Où il était normal, entre guillemets, attention, de parler des femmes d'une certaine façon, où il était normal de bisuter, par exemple, les petits nouveaux. Et je rejoins Joël sur le fait du besoin d'éducation, de formation, de pédagogie. Peut-être que chez Bruno, il accueille des personnes qui n'ont pas eu ce genre de formation et qui vont peut-être tomber des nues. Sans justement que c'est normal. Voilà. Donc, merci François pour ces précisions. Nous allons entendre maintenant un témoignage, celui de Sophie Tesch, qui œuvre dans le domaine des ressources humaines, qui est passée du domaine du salariat au domaine de l'entrepreneuriat, puisqu'elle s'est installée à son compte et elle est spécialisée juste dans ce domaine particulier du harcèlement. Elle nous explique sa démarche. Alors, elle est interviewée par Sandrine Cotonnet, qui est médiateur professionnel, et nous la remercions bien évidemment tout particulièrement.
Sophie Tesch, je suis consultante en ressources humaines et j'accompagne les employeurs et les directeurs de ressources humaines sur des problématiques liées aux risques psychosociaux et plus particulièrement au harcèlement. J'ai une expérience de manager et de DRH dans divers secteurs d'activité. Quand j'ai été DRH, notamment dans ma dernière expérience, dans un secteur particulièrement sujet aux risques psychosociaux, j'ai été confrontée à des salariés qui venaient me voir en me disant Sophie, je suis harcelée par mon manager et je n'ai pas toujours su répondre, mettre en place les bonnes techniques, les bons moyens, les bonnes réponses pour gérer en fait plus efficacement ces situations. Et du coup, je trouve que c'est important d'accompagner. J'aurais aimé être accompagnée à ce moment-là. Le harcèlement, en fait, il se définit déjà par la législation. En fait, il se caractérise par des comportements qui sont répétés. Il faut pouvoir prouver en fait ce caractère répétitif. Ces comportements qui peuvent être d'un manager, mais aussi d'un collègue, ont des impacts en fait sur les conditions de travail, sur les droits, sur la dignité en fait du salarié qui est harcelé ou potentiellement harcelé. Si on parle de harcèlement moral, on va avoir comme exemple du dénigrement systématique, par exemple, du travail qui est fait souvent sans formation, des vexations sur le travail, mais ça peut être aussi des vexations sur le plan personnel, sur le physique, par exemple. Les comportements racistes, les comportements homophobes sont bien sûr à mettre aussi dans le harcèlement moral. La diffamation, prêcher le faux pour savoir le vrai de façon systématique, diviser ses équipes, et notamment par du dénigrement ou de la diffamation. Le harcèlement sexuel peut être caractérisé par des comportements aussi répétés, comme le harcèlement moral, comme par exemple des regards insistants, notamment sur des parties sexuées, le décolleté, les fesses, etc. Des propos qui peuvent être des blagues sexistes. Dans le harcèlement sexuel, on va aussi voir des envois de mails, de SMS, de blagues, de vidéos, de photos à caractère sexuel. On peut aussi voir par exemple des questions un peu intimes, des questions sur sa vie amoureuse ou sa vie sexuelle. Enfin, c'est un terme juridique, donc on ne doit pas banaliser en fait ce terme, et en même temps, il est important de savoir reconnaître des situations qui peuvent être des situations répréhensibles, et qui sont sanctionnables. Dans le milieu professionnel, il y a effectivement des règles, et même si certains se disent c'est de l'humour, ça va pas loin, etc., du moment que ça va déranger, que ça va créer en fait un climat qui peut être un climat humiliant, un climat malsain, un climat qui offensant, en tout cas qui met à mal les droits et la dignité du salarié, on pourrait qualifier en fait ces comportements de harcèlement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est pas sur un point de vue moralisateur, ou aujourd'hui le fait de répéter sans arrêt des blagues sexistes, etc., ou pire encore, peut rendre un climat professionnel extrêmement malsain, et être à l'origine d'absentéisme, de turnover, de moindre productivité des salariés. Et aujourd'hui, le recrutement étant de plus en plus difficile, il est vraiment important pour les employeurs, et même obligatoire au titre de leur obligation de santé et de sécurité, de s'occuper de ces sujets-là. Il n'y a pas de harceleur type, il n'y a pas de victime type, c'est-à-dire que c'est pas forcément un salarié renfermé, introverti, qui va
va être harcelée. C'est pas forcément une femme avec un physique avantageux qui va être harcelée sexuellement. On a vraiment aujourd'hui dans les victimes de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel tout type de personnalité. Il y a deux niveaux d'action. Le premier niveau est celui qui est évidemment le plus efficace, c'est le niveau de la prévention, le fait de sensibiliser, de former, de savoir de quoi on parle, est quelque chose qui déjà va limiter. Par exemple, d'un client dans l'industrie me dit depuis que tu as formé les salariés, ils ont compris en fait que certains de leurs comportements pouvaient être s'apparenter à du harcèlement. Et donc déjà le premier outil c'est ça. C'est la prévention, c'est la prise de conscience que l'impact du harcèlement est très délétère auprès des collègues et engendre de toute façon des conséquences qui sont extrêmement importantes en termes de malaise, mais du coup aussi d'absentéisme, de turnover, de coûts importants pour l'entreprise. Ensuite, des outils, bien sûr, il y en a qui sont liés à ça, c'est-à-dire des outils de communication, comme de travailler avec les salariés, avec les élus sur, par exemple, une charte sur le harcèlement, de faire des campagnes de prévention. C'est ce que je préconise à mes clients, de faire une fois ou 2 fois par an, la semaine de la lutte contre le harcèlement, où on peut travailler en groupe de travail, faire des ateliers en fait sur ces sujets-là, des groupes de parole, travailler sur des outils, enfin voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Donc voilà, quelques outils parmi d'autres de prévention et après de gestion des situations. Donc une procédure d'alerte. La procédure d'alerte est aujourd'hui obligatoire dans l'entreprise. Chaque entreprise doit avoir mis en place une procédure d'alerte et communiquer auprès de ses salariés sur cette procédure. Il y a encore beaucoup de travail dans beaucoup d'entreprises. Moi, aujourd'hui, je travaille essentiellement sur la partie organisationnelle en fait de ce sujet je n'estime pas avoir les compétences en fait pour résoudre un conflit entre 2 personnes. Ce que je fais quand on me sollicite sur notamment sur une enquête suite à signalement, je peux avoir comme conclusion qu'effectivement il n'y a pas de harcèlement, mais qu'il y a une difficulté relationnelle entre 2 personnes qui ne peut pas être caractérisée de harcèlement, mais plutôt de situation conflictuelle. Et à ce moment-là, ce que je préconise en fait à l'employeur ou au DRH, c'est plutôt de faire appel à de la médiation qui peut résoudre en fait ce type de conflit. Mais moi aujourd'hui, je m'estime pas avoir les compétences pour résoudre ce type de sujet. Donc j'oriente plutôt vers des médiateurs. Donc voilà la vidéo donc de Sophie Tesch. Jean-Bruno, François, vous auriez des commentaires? Je dirais quel parcours déjà, Sophie Tesch, vraiment, c'est rassurant quelque part, ça fait du bien de voir des personnes comme ça qui se posent des questions et qui avancent. Mais ce qu'on peut constater en fait depuis le début de toutes ces vidéos, et peut-être le point commun et qui m'amène à cette question, c'est que font les personnes qui constatent un agissement à répétition d'une autre personne sur elle-même, quels que soient ces agissements, ça peut être un regard insistant, une plaisanterie sexiste, une demande par SMS. Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils vont se plaindre. En fait, la démarche est de s'accrocher, parce qu'on est complètement englué, je dirais, dans un système pyramidal, hiérarchique, et donc il y a effectivement des choses qui sont mises en place avec une très bonne volonté
d'arrêter ou de sécuriser les personnes, mais donc des personnes vont se plaindre, elles vont aller vers le DRH ou autre et attendre que ce système hiérarchique fasse une action pour les sortir de leurs problématiques. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, c'est encore dans notre jargon cette histoire de SHE, hein, de satisfaction en soi, d'harmonie en soi, d'équilibre relationnel avec l'extérieur qui est finalement mise en cause. Et ce n'est pas l'extérieur ou la manière du règlement intérieur de s'appliquer qui va faire réellement de manière productive changer ni le comportement de la personne, ni la difficulté relationnelle que subit l'autre personne. Donc effectivement, je reparle encore une fois d'ignorance et de maladresse qui règnent partout. Je ne parlerai pas de risques psychosociaux, mais de risques interrelationnels qui est effectif. Nous sommes tous des systèmes différents, des logiciels différents qui interagissent. Et donc, forcément, il y a des risques que sans un tiers, on ne puisse pas sortir de notre problématique. Mais ce tiers ne peut pas, pour moi, se résumer à un règlement intérieur et à une hiérarchie qui devrait intervenir en termes de sanctions. C'est évidemment un accompagnement et chacun doit pouvoir élargir sa conscience grâce à un professionnel dans l'écart qu'on vit tous. On vit tous des écarts entre notre bonne intention d'agir et les conséquences que vont avoir notre action sur autrui. Et on préférait que chacun, finalement, nous juge par rapport aux intentions qui sont centrées sur nous et non pas aux conséquences qu'ont eu les actions que nous avons commises ou que nous avons faites. Et donc, l'anticipation des risques interrelationnels, ça devrait, cette anticipation, être mise dans les obligations légales de l'employeur, en plus comme elle dit, des procédures d'alerte qui sont mises en place. François, Joël? Oui. Vas-y, Joël, je t'ai vu lever la main. Oui. Oui, parce que Jean-Bruno, juste, je rebondis là-dessus, parce que ce sont des cas que j'ai aussi rencontrés. Quand tu dis les personnes vont voir leur hiérarchie, ou en tous les cas une hiérarchie pour finalement que cette hiérarchie gère le problème, règle le problème à leur place. Enfin, souvent, c'est le terme gérer qui est utilisé. Mais pas toujours, parce qu'il y a des personnes qui vont se plaindre en disant « mais surtout, tu ne lui en parles pas ». Donc, en fait, quand on réfléchit pourquoi ces personnes viennent parler de leurs problématiques, mais sans vouloir pour autant que la personne à qui elle se confie, qui peut être la hiérarchie ou une autre personne, intervienne. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que il y a vraiment, tu parlais du SHE, hein, de cet équilibre, et puis de cette réflexion intérieure qui permet de trouver la force et d'apporter des réponses. Eh ben, tout ça, c'est tellement chamboulé que les personnes, même, elles ont peur. Donc, elles ont peur des représailles pour tout un tas de raisons. Mais elles ont quand même besoin d'en parler. Et c'est là que, effectivement, dans les entreprises qui commencent ou qui déjà s'inscrivent dans des dispositifs, puisqu'on commence à parler des solutions, dans des dispositifs qualité relationnelle ou des dispositifs de médiation professionnelle, ben là, il y a une réponse qui peut être apportée. Parce que déjà, une discussion éclairée avec un professionnel de la relation va parfois, déjà rien que ça, va permettre aux personnes de voir la situation différemment et de trouver des ressources et de pouvoir répondre. Alors, ça peut aller jusqu'à une médiation, mais pas toujours. Parfois, des discussions éclairées vont donner les moyens aux personnes de trouver leur propre solution, celle qui leur convient le mieux. Et puis de découvrir aussi quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qu'elles souhaitent vraiment pour que ça se passe bien. Ça amène à la réflexion. Merci Joël. François? Oui, Edith. Alors, là, au fur et à mesure du déroulé de cette journée, je me pose peut-être une question et je vais la partager avec vous. Est-ce que, dans un sens, on n'aurait pas un peu un train de retard
On a le harcèlement était tabou depuis longtemps. Jean Bruno, tu parlais d'ignorance et de maladresse. En tant que société, peut-être pourrions-nous nous poser la question de la sensibilisation qu'on a fait auprès des personnes en amont, peut-être même avant de rentrer dans la vie active. Comment donner cette opportunité à chacun d'apprendre à, alors c'est un nouveau mot, à relationner avec les autres. Chacun arrive à se retrouve à un moment de sa vie confronté à une situation plus ou moins compliquée et n'a peut-être tous les outils. Et on a une partie dans le monde de l'éducation et nous aurons l'occasion d'en discuter. Merci François. Alors, on va aller de plus en plus en avant. On va écouter donc Laura André, ressources humaines de la société Théous, qui a reçu d'ailleurs l'espoir de la médiation professionnelle donc cette année. Sans plus attendre, on va écouter Laura André. Bonjour, je suis Laura, donc responsable RH. Ça fait bientôt 13 ans que je suis dans la profession. Après une licence, j'ai pu la faire en alternance dans une entreprise au sein d'un service RH. Et j'ai travaillé une dizaine d'années au service d'une entreprise dans les fruits et légumes. Et désormais, depuis quelques mois, dans une entreprise de chaudronnerie. Je pense que vous souhaitez aujourd'hui évoquer le thème du harcèlement. Le harcèlement, pour moi, c'est un mot qui fait peur et c'est une situation qui est souvent très compliquée à gérer en entreprise. Je l'ai malheureusement connu donc de par mon expérience professionnelle. Dans ma précédente entreprise, j'ai été confrontée à une situation de harcèlement dénoncée par un salarié qui nous a causé beaucoup de difficultés, faute d'outils et de savoir-faire. Le harcèlement, c'est un mot qui devient fréquemment utilisé, c'est grandissant dans les entreprises et on n'est souvent pas armé pour y faire face. Ce que je peux retenir, c'est que dans cette situation qui a trouvé une issue favorable, on a déployé beaucoup d'énergie et certainement de maladresse parce que en fait dans le cas précis de la situation que j'ai pu vivre, il y avait beaucoup d'émotionnel dans ce conflit qui opposait un salarié, en l'occurrence à son chef d'équipe. Et on a essayé avec les représentants du personnel et la direction de mettre en œuvre une solution à notre niveau qui s'est faite dans la difficulté parce que on n'était finalement pas vraiment dans un dialogue. Et dans cette situation, il y avait beaucoup d'émotionnel, l'employeur étant rarement bien placé pour traiter les situations émotionnelles. Si j'avais connu le dispositif de médiation professionnelle à ce moment-là, je pense que ça nous aurait beaucoup aidé, puisque in fine, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressentis et des problématiques de dialogue et d'échange en fait entre les personnes, et que c'était réellement le fond du problème. Depuis que je suis rentrée dans une entreprise de chaudronnerie où la médiation professionnelle a été mise en place depuis quelques années déjà, j'ai découvert ce dispositif et ça nous a permis, peu de temps après mon arrivée, de gérer une situation conflictuelle naissante également avec, en l'occurrence, une salariée et un chef d'équipe également. Et tout de suite, en mettant en œuvre le dispositif de médiation professionnelle, on a pu être dans la neutralité, traiter les affects, les ressentis, les émotions de chacun avec un recul nécessaire qui a permis de désamorcer en fait une situation de conflit plus que de harcèlement, mais pour qui les personnes évoquaient des mots de harcèlement. Donc les salariés peuvent aussi vivre des situations comme du harcèlement, là où parfois, en posant la situation et les bons mots, on s'aperçoit qu'on est plus dans une incompréhension, un conflit relationnel qui peut trouver des issues beaucoup plus sereines et pacifiques et pouvoir le traiter de manière beaucoup plus correcte. Donc voilà, donc le témoignage de Laura André de la société Théous. Peut-être quelque chose à rajouter tout simplement?
Oui, je rajouterais bien que je n'ai rien à rajouter. C'est-à-dire vraiment, je trouve ce témoignage à l'étape de réflexion où on est tous grâce à ces super vidéos. Je pense que voilà, elle se suffit à elle-même, cette vidéo, et ce témoignage est parfait pour prolonger la journée, cette journée magnifique. Merci Jean-Bruno. Si tu es d'accord François, on va de suite enchaîner sur la vidéo de Joëlle Thérin. On n'était pas sûr qu'elle soit parmi nous aujourd'hui, donc on a par précaution fait une interview. On vous laisse le découvrir. Merci de m'avoir sollicité pour témoigner de mon expérience de médiateur professionnel dans le cadre de l'entreprise Florette qui avait en 2016 pris la décision d'installer un DMPI au sein de son organisation. Alors le sujet aujourd'hui c'est le harcèlement. Donc dans mon exercice de médiateur interne, des cas de harcèlement, effectivement j'ai été sollicité à plusieurs reprises avec cette étiquette il y a une personne qui harcèle une autre personne. Et il me revient donc deux expériences que je vais vous relater aujourd'hui. Alors la première, il s'agit d'une relation entre une manager d'un service, donc on est dans l'agroalimentaire, et puis un salarié qui fait partie de son équipe et qui auparavant était un de ses collègues de travail. En fait, cette manager avait eu une promotion. Donc la relation, en fait, elle a évolué du jour où cette relation hiérarchique est apparue. En fait, ce salarié était également représentant du CSE et délégué syndical. Alors ça a son importance, vous le verrez, parce que dans les propos qu'il tenait à sa manager, ressortaient souvent des anecdotes ou des difficultés du temps passé. Donc la problématique, c'est que un jour, la RH de ce site est interpellée par la manager qui dit qu'elle est très mal et que, en fait, un membre de son équipe est venu la voir en lui disant « Oh non, mais ce qu'il fait, lui, c'est du harcèlement. En fait, il te harcèle. » Et là, elle a pris ça pour argent comptant, cette étiquette de harcèlement. En fait, elle, ce qu'elle relatait, c'est que elle n'était pas bien par rapport aux propos tenus par le salarié. Elle ne savait pas comment s'en sortir, comment lui demander d'arrêter. Et puis finalement, dans ce qu'elle disait, on pouvait dire qu'elle était particulièrement maladroite pour revenir vers lui, avoir une vraie discussion. Et que, en fait, il n'y avait jamais de discussion tous les deux ensemble, mais il y avait toujours le public, puisque ces difficultés s'exprimaient pendant les réunions de service. Donc, la RH, bien avisée, connaissant l'existence du DMPI, m'a saisie en me disant, voilà ce qui se passe, la manager est venue me voir, il y a une difficulté, et puis effectivement, il y a ce délégué qui est sans arrêt en train de revendiquer. Ah oui, ok, alors il revendique. Mais il revendiquait finalement, pendant ces réunions de service, des choses qui étaient très anciennes, qu'il avait vécues avec d'anciens DG ou d'anciens directeurs. Et puis des problématiques qu'il n'avait pas réglées. Donc, il prenait cette manager finalement comme cible, puis elle, elle savait pas quoi répondre. Alors, à chaque fois qu'elle intervenait, en fait, il faisait ce que nous qualifions de pas de harcèlement, mais de fatalisme fonctionnel, en disant, de toute façon, tous les managers, tous les casques rouges, puisqu'il les appelait comme ça, tous les casques rouges, c'est pareil, vous êtes tous pareils, etc. Et la pauvre manager, elle portait tout ça sur ses épaules. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'une fois que j'ai été saisie, il a été décidé de mettre en place une médiation, les deux parties étant d'accord. Et pendant, au cours de l'entretien de médiation, donc cette personne qui était qualifiée de harceleur, il a été bien surpris et même peiné finalement. Il a fait une découverte. La conséquence, c'est qu'il s'est retrouvé
accusé d'être harceleur, alors que son intention n'était absolument pas là. Mais dans son action, c'était différent, puisque il réitérait quand même toujours les mêmes propos, toujours sur le même ton, et il y avait répétition. Donc, on comprend facilement qu'il y a répétition, il y a mal-être de l'autre côté, et ben ça y est, on a le fameux harceleur harcelé, puis on a même la personne qui est le sauveur, hein, qui vient dire mais en fait, il te harcèle. Bien. Donc, au moment de la médiation, chacun a pu s'exprimer. La manager, elle a exprimé surtout qu'elle avait des difficultés, qu'elle savait finalement pas quoi lui répondre, que ça la touchait énormément et que elle était bien mal à l'aise pour aller le lui dire. Et puis, le salarié, lui, il est tombé des nues et c'était une personne qu'il appréciait. Donc, il a pris conscience durant la médiation de sa maladresse finalement, que c'est pas ce qu'il voulait faire, c'était pas de la chagriner, de la peiner, bien au contraire, et il m'a même donné des exemples de situations un peu plus privées dans lesquelles il était intervenu plutôt pour apporter du soutien. Donc de là, on a pu réaliser cette médiation, cette réunion de médiation. Les deux personnes ont discuté ensemble, ont posé les choses, ont évoqué les solutions, les issues sur lesquelles elles avaient l'intention d'aller, et puis en fait, elles se sont accordées sur des principes tout simplement de qualité relationnelle. Donc chacun est reparti, et puis chacun a été l'un plutôt rassuré, l'autre apaisé, a pu prendre réellement sa posture de manager, non pas dans l'adversité, mais dans un rôle d'accompagnement, d'aide, et tout s'est bien passé. Le deuxième cas, alors c'est encore un cas qui avait été qualifié de harcèlement, mais dans un service où finalement il avait été rapporté toujours à la même RH que rien n'allait dans ce service. C'était vraiment le bazar, le service complet était en conflit. Bon, alors bien sûr, la RH fait appel à la médiateur interne, donc à moi-même. Et dans notre discussion, ce qu'il est apparu, c'est que tout le monde ne pouvait pas être en conflit. Donc, peut-être qu'un recueil des perceptions serait le bon outil. C'est ce qui a été mis en place. Et puis, en se disant que s'il y avait conflit, on serait toujours à même de mettre en place des médiations. Donc, recueil des perceptions, déjà, 100% des personnes sont venues en interview. Et on remplit un petit questionnaire où 80% quand même ont dit que l'ambiance était vraiment pas satisfaisante, que c'était difficile pour elles de travailler dans ce service. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait deux personnes qui étaient réellement en conflit. Il y en avait une part qui prenait parti pour l'une, et puis une autre part du service qui prenait parti pour l'autre. Mais il y avait aussi une part qui prenait parti pour personne, et qui en fait en avait assez de cette situation, de ces gamineries, c'est le terme qu'ils ont employé, que certains, il ferait pas mal d'aller voir ailleurs, parce que ça se passait plutôt bien, et qu'il n'y avait aucune raison de se mettre dans des états pareils. Enfin, chacun donc avait sa vision et sa perception de la situation, et faisait avec son savoir, et avec aussi malheureusement son ignorance. Donc, suite à ce recueil des perceptions, ça a été intéressant parce que ça a mis en lumière qu'il y avait deux personnes qui étaient réellement en conflit. Ces deux personnes, elles étaient en conflit finalement pas par des actes qui avaient eu lieu au sein du service, mais plutôt dans leur mandat de représentantes CSE, dans lequel elles avaient des désaccords, et puis des désaccords qui n'avaient pas été traités, donc ça s'était enquisté et vraiment ça en était devenu très compliqué puisqu'elles ne se parlaient plus. Elles pouvaient se parler par personne interposée et c'était plutôt jugeant, humiliant, voire des propos carrément inappropriés. Bien. Donc la médiation a permis de poser ce qui n'allait pas, de là aussi trouver des solutions. Et puis, les personnes sont reparties, là aussi, avec des principes de qualité relationnelle posés. Et puis aussi, la distinction entre
leur posture quand elles étaient déléguées du personnel, enfin représentantes du personnel, et quand elles étaient au sein du service dans leur rôle de salarié. Bien. Ce que cette situation a permis de voir aussi, c'est qu'en fait, dans le management, il y avait des difficultés. Il y avait donc plusieurs chefs d'équipe, et ces chefs d'équipe n'avaient pas les mêmes méthodes et ne donnaient pas les mêmes consignes. Et ça, c'était réellement une difficulté pour l'ensemble des équipes, qui, elles, avaient finalement à tour de rôle les différents managers, mais avec des consignes qui différaient. Donc ça, c'était vraiment source de difficultés relationnelles. Et puis ensuite, on avait une manager de service, une chef de service qui, elle, dans son parcours de manager, avait été sensibilisée, formée aux outils de la qualité relationnelle. Et ça a été un véritable atout parce que elle a pu faire le tri dans tout ça, comprendre que ce dont elle avait bénéficié dans cette formation, il fallait peut-être sensibiliser aussi les personnes de son équipe. Donc, les personnes de son équipe, en fait, on a appelé le module « Comment bien s'entendre et travailler ensemble ». Et puis, les chefs d'équipe qui, elles, ont été formés avec des outils et puis sur l'organisation aussi des solutions qui ont été trouvées pour se mettre d'accord. Là encore, c'est bien, on parle bien d'entente, se mettre d'accord sur quelles consignes nous allons passer, quelle posture nous allons adopter, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Et là, une fois ces accompagnements, ces clarifications, ces médiations réalisées, le service a pu repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus apaisées et où les personnes n'ont plus manifesté de cas de harcèlement. Donc voilà ce qui a été mis en place donc au niveau des sociétés Florette. Merci Joël pour ton témoignage. Vous auriez des choses à préciser, ou Joël, tu aurais des choses à préciser? Qui je donne la parole? Joël. Alors, juste ce que je voulais préciser, mais par rapport aussi à tous nos échanges, c'est que souvent, quand on parle de harcèlement, on parle de liens, et c'est vrai que les vidéos nous y ont amené, de liens hiérarchiques. C'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours le lien hiérarchique. Il peut y avoir, et même il peut y avoir le lien hiérarchique, mais que ça ne se passe pas du manager vers un de ses salariés, mais l'inverse aussi peut exister. Bien sûr. Voilà, mais ça me paraît important de le préciser parce que certains pourraient imaginer que c'est toujours dans un cadre de relation hiérarchique. Et non, pas forcément. Oui, et puis, il peut y avoir avec... Pardon, Jean-Bruno. Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas toujours dans le même sens. C'est pas toujours dans le même sens. La hiérarchie descendante. Voilà, puis dans les entreprises, il y a aussi des cas, puisqu'il y a le monde de l'entreprise interne, mais il y a l'externe aussi, la relation avec les clients. Et le type de clientèle peut faire que des comportements de pression qui sont mises par les clients, ça existe. Et y compris alors avec des fournisseurs. Donc, d'où, quand on parle dispositif de médiation interne, c'est vrai qu'en entreprise, on pense souvent à la relation interne entre les différents salariés ou les relations hiérarchiques. On ne pense pas forcément à ce qui peut se passer avec des clients ou des fournisseurs ou des organisations en externe. Et là, le DMPI, il peut aussi être activé dans ces cas-là. Bien sûr, il va permettre de clarifier, d'identifier, de distancier les personnes par rapport à leurs problématiques avec lesquelles elles ont fusionné. Donc oui, moi, j'ai rien à rajouter non plus. Merci de ce témoignage. Oui, merci Joël, et de ces précisions également, qui vont être complétées par une vidéo, un second interview en fait, second témoignage de Laurent André. Alors c'est pas dans le cadre du dispositif de médiation interne, puisque à ce jour il n'y a pas de médiateur interne. C'était moi-même et par la suite donc François qui sommes intervenus auprès de la société Théous dans le cadre d'une médiation externe, externalisée,
Je ne vous en dis pas plus. Elle, révèle un petit peu tout ce qui a été mis en place auprès de la société Teus. Dans l'entreprise où je suis, la médiation professionnelle a été introduite par la volonté de la direction, qui a souhaité donc former l'ensemble des encadrants à la qualité relationnelle au travail. La médiatrice professionnelle qui intervient dans l'entreprise nous a donné une formation à tous en QRT, qualité relationnelle au travail. Cette formation était très enrichissante. Personnellement, elle m'a aidé à mieux comprendre comment interagir avec des personnes qui ont des profils différents du nôtre et où une adaptation est nécessaire pour finalement mieux échanger et mieux se comprendre. Le fait de l'avoir fait de manière collective au niveau de l'encadrement permet quand même à tous de partir d'une base commune de communication et d'avoir aussi de bons réflexes avec nos équipes et avec les collaborateurs. Cette formation, elle se poursuit, on va l'étendre à d'autres salariés dans l'entreprise et l'intérêt derrière ce dispositif, c'est de pouvoir ensuite croiser nos profils, en échanger les uns avec les autres pour finalement mieux apprendre à se connaître et à communiquer avec des personnes pour lesquelles des fois on a des incompréhensions tout simplement parce qu'en fait on a un mode de fonctionnement qui est différent. Donc la formation QRT est très bénéfique dans l'entreprise et on a rapidement envie de l'étendre à plus de collaborateurs. Donc, si vous voulez en savoir plus également, eh bien, dans la mesure où la société Teus a reçu l'espoir de la médiation, eh bien, je vous invite sur mediator.tv à rechercher la vidéo concernant les espoirs de la médiation relatifs à la société Teus. Vous en saurez plus. Il y a un très beau reportage de cette société et du dispositif qui a été mis en place. Jean-Bruno, tu aurais des choses à rajouter? Je trouve magnifique, voilà, c'est juste un jugement de ma part, magnifique ces actions qui ont pour but de faire changer les mentalités, de faire changer les comportements, les manières de se représenter tout simplement l'autre, de se représenter une personne de manière non moralisante, psychologisante ou relativement au droit, avec des devoirs, des droits, etc. Je trouve ça magnifique d'installer et de prendre comme elle le fait, à bras le corps, avec la médiation professionnelle, cette thématique. Merci. François, tu aurais un petit mot à rajouter? Joël? Oui, bah, on peut voir qu'avec ce qui a été mis en place chez Teus et d'autres entreprises, en fait, les questions de harcèlement et de relations qui peuvent être compliquées, en fait, ce n'est plus une fatalité. Il y a des solutions et il y a des possibilités d'accompagnement des structures et des personnes.